Alors, bon midi. Bon midi tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Maude Lafontaine, je suis nutritionniste, dans le fond, principalement avec la clientèle qui a diabète de type 1. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille principalement à l'hôpital de Montréal pour enfants. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de venir vous présenter sur la gestion des repas au restaurant avec le diabète de type 1. Parce qu'en effet, c'est un gros sujet lorsqu'on parle de la nutrition. Et je souhaite, avec ce webinaire, venir répondre à vos questions puis venir vous donner des stratégies, en fait, pour vous sentir beaucoup plus à l'aise d'aller manger au restaurant. Alors, je vais tout de suite commencer parce que j'ai l'impression qu'on a un horaire très chargé aujourd'hui puis je vais être sûre de pouvoir tout couvrir. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A. Donc, pas dans le chat, mais dans la section Q&A. En fait, idéalement, moi, la façon qu'on fonctionne, mon cerveau fonctionne, là, je vous dirais peut-être de les mettre, puis je vais répondre à la fin pour pas être distraite pendant la présentation. Je pense que ça va être juste plus simple de fonctionner de cette façon-là. Donc, gênez-vous pas à travers la présentation de mettre vos questions, mais je vais y répondre à la toute fin. Alors, donc, le plan de la présentation aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc, on va parler de calculer les glucides à l'extérieur de la maison. Donc, comment faire lorsqu'on n'est pas dans notre environnement avec tous les outils à la maison pour calculer les glucides. On va discuter de l'impact glycémique des aliments parce que vous le savez probablement autant, sinon plus que moi, que c'est pas juste une question de calculer les glucides, mais c'est également de venir ajuster parfois pour l'impact des autres nutriments dans les repas qu'on mange. Et finalement, on va parler vraiment des stratégies, de qu'est-ce que les études nous démontrent par rapport à différentes stratégies pour venir aider à gérer les glycémies puis à gérer ces repas-là. OK. Donc, calculer les glucides à l'extérieur de la maison. Donc, premièrement, je pense que c'est important de rappeler que calculer les glucides en général, c'est tout un défi. Ce l'est encore plus lorsque c'est pas nous qui avons fait le repas. Et surtout, si on parle de repas mélangés, que les ingrédients sont pas séparés, que c'est des choses, des repas plus complexes que j'appelle. Donc, c'est tout un défi. J'aime rappeler aux gens qu'il y a quand même une marge d'erreur de 20 par exemple, sur les étiquettes. Donc, Santé Canada accepte une marge d'erreur de 20 sur les étiquettes nutritionnelles. Donc, je dis ça pas pour qu'on se décourage, mais plutôt pour enlever cette pression de performance. L'idée, c'est pas d'être parfait. L'idée, c'est de faire du mieux qu'on peut, mais de garder en tête que de toute façon, même les étiquettes nutritionnelles, si on avait l'information, c'est pas nécessairement juste à 100 Donc, c'est normal que si on essaie de calculer les glucides au restaurant où on n'a pas du tout d'étiquette, on ne sait pas nécessairement comment ça a été fait, ça se peut qu'il y ait une plus grande marge d'erreur. Également, dans le calcul de glucides, je parle de ce que j'appelle, moi, la loi des petits nombres. Donc, c'est quoi ça? C'est le concept que, tu sais, je vous mentirais si je disais que on peut manger le nombre de, tu sais, une grande quantité de glucides sans que ça soit puis que ce soit facile à gérer. Donc, souvent, à cause de cette marge d'erreur-là, bien, si on prend des quantités de glucides qui sont très, très grandes, c'est normal qu'il y ait un plus grand risque de faire une erreur ou de moins bien calculer la dose d'insuline. Alors, si je mange 100 grammes de glucides, bien, j'ai un 20 de marge d'erreur. Peut-être que je mange en réalité peut-être plus un 120 grammes. La dose d'insuline va peut-être être plus difficile à ajuster versus si je mange peut-être, j'ai un exemple, 50 grammes. Bien là, à ce moment-là, j'ai peut-être un 10 grammes de différence en termes de marge d'erreur. Au niveau de la dose d'insuline, il y a moins de chances en fait, il y a plus de chances que je sois juste quand je mange une plus petite quantité de glucides. L'idée, c'est pas de se restreindre, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est sûr que j'en parle souvent, de garder ça en tête. Tout simplement pour dire si on mange une grande quantité de glucides, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile. Il y a des chances que ça aille en hyper ou en hypo. Et donc, c'est peut-être des choses à laquelle il faut juste s'attendre tout simplement. Heureusement, la technologie aujourd'hui, avec les pompes à insuline, ça réduit le besoin de précision au niveau du calcul de glucides. C'est vraiment positif. Donc, on pense au mode automatique qui va venir faire un ajustement de basal, des bolus de correction automatique. C'est vraiment aidant. Et ça l'enlève aussi cette charge mentale et ce besoin d'être précis. Puis, j'ose même espérer qu'un jour, on n'aura même plus besoin de calculer les glucides. Ce serait super. Donc, tout ça étant dit, c'est un défi.
Mais en même temps, c'est super important de garder la notion de plaisir avec l'alimentation, d'autant plus si l'idée, c'est d'aller au restaurant, de passer un bon moment en famille, avec des amis. Fait que c'est quand même tout aussi important de considérer cette notion de plaisir lors de cette soirée-là. Donc, déterminer la portion. OK? Donc, quand on est à l'extérieur, ça peut être un défi. Moi, je dis souvent aux gens, s'il vous plaît, n'amenez pas vos tasses à mesurer et vos cuillères à mesurer après votre porte-clés. N'amenez pas votre balance dans votre sacoche. On va trouver d'autres façons de faire pour évaluer la portion. Donc, souvent, un des outils que je parle, c'est vos mains. Vous avez toujours vos mains avec vous. Donc, on va venir estimer la portion avec nos mains. Donc, par exemple, le poing d'un adulte, souvent, ça va être similaire à une tasse à mesurer ou un 250 millilitres. Puis là, dans le fond, je parle de cette façon de faire, surtout quand on est en contexte où ce n'est pas des portions standards au restaurant. Si on va dans une chaîne de restauration rapide, souvent, on va avoir accès aux valeurs nutritives, mais aussi, les portions sont standardisées. Fait qu'une frite moyenne, c'est une frite moyenne. Puis là, on regarde les valeurs nutritives dans l'établissement. Mais là, je parle plus si on est dans un restaurant où il n'y a pas ces portions standards. À ce moment-là, on peut utiliser des références comme ça pour évaluer les portions. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, par exemple, le poing d'un adulte, naturellement, vous devez comparer peut-être votre poing spécifiquement avec une tasse à mesurer, mais en moyenne, c'est 250 millilitres. Le bout du pouce, pour moi, c'est l'équivalent d'une cuillerée à thé, donc un 5 millilitres. Ou sinon, en termes de mesure, c'est le bout de mon pouce, c'est 1 pouce d'épaisseur. Donc, si on évalue la hauteur d'une tarte ou quelque chose en pouces, ça peut venir être aidant. Au niveau de l'index replié comme ça, ou le pouce complet, c'est une cuillerée à table, donc 15 millilitres. Puis la main, la longueur de la main, donc du poignet jusqu'au bout de l'index, c'est à peu près un 7-8 pouces. Encore une fois, il faudrait valider avec vos propres mains. Mais déjà là, ça nous permet de venir rapidement évaluer le volume, les portions, la grosseur des portions au restaurant sans qu'on ait à trimballer des tasses à mesurer. Maintenant, une fois qu'on détermine la portion, on veut savoir c'est quoi le contenu nutritionnel, c'est quoi la quantité de glucides. Donc, il y a plusieurs options. Donc, si on est dans des restaurants, des chaînes de restauration, encore une fois, comme j'ai expliqué, on peut avoir les valeurs nutritives directement au restaurant ou sinon sur leur site Internet. Donc, souvent, c'est des portions standards et les valeurs nutritives sont disponibles. Si elles ne sont pas disponibles, une autre chose que j'aime beaucoup parler comme outil, c'est des applications téléphoniques. Donc, les gens sont de plus en plus technologiques. Une des applications téléphoniques que je parle souvent, elle s'appelle Nutriments Canada. C'est comme une grande base de données faite par Santé Canada qui va regrouper une grande majorité d'aliments et générer une étiquette sur demande. Donc, j'explique un peu comment ça fonctionne, mais avant de vous la montrer, la raison pourquoi je parle beaucoup de cette application-là, c'est que je l'aime beaucoup parce qu'elle ne demande pas de rentrer de l'information comme son poids, sa taille, c'est quoi son objectif de perte de poids, de prise de poids. Il y a pas de, elle ne va pas monitorer les calories. Puis ça, c'est quelque chose que je m'en garde. Il y a beaucoup d'applications qui font ça. Je ne veux pas dire que c'est bon ou mauvais. Je veux juste dire que dans le fond, c'est peut-être à faire attention parce que le diabète nous amène déjà à avoir une hypervigilance au niveau de la nourriture. Puis je ne pense pas que c'est nécessaire de se rajouter cette préoccupation-là face aux calories, au poids. Donc, pour ces raisons-là, j'aime bien Nutriments Canada pour ça. C'est une simple base de données, puis il n'y a pas d'objectif au niveau du poids ou des calories. Donc, ça ressemble à ça, OK? Donc, sur votre téléphone, vous allez avoir donc cette espèce de base de données où il y a plein de groupes d'aliments. Vous allez tout simplement mettre dans l'index de recherche ici votre mot-clé. Donc, par exemple, je vais manger dans un restaurant asiatique, puis là, je mange un pad thaï, fait que j'écris pad thaï, je sélectionne celui qui fait du sens pour moi, mettons pad thaï au poulet. Même si c'était un pad thaï au bœuf que vous mangez, ce serait quand même assez similaire parce que là, on parle d'évaluer les glucides. Et à ce moment-là, donc, quand vous cliquez sur l'aliment, ça ressemble à ça et ça vous demande quel format vous voulez. Vous cliquez sur le format qui correspond à ce que vous voulez mesurer. Moi, j'encourage beaucoup d'utiliser le 250 millilitres parce que justement, on sait que ça, c'est à peu près la grosseur d'un point. Fait qu'à ce moment-là, dans l'assiette, si on a
une fois la grosseur du point, une fois et demie, 2 fois, ben, on a juste à faire le calcul mathématique. Et donc, par exemple, je vais sélectionner 250 millilitres, puis ça va me générer mon étiquette. Donc, ici, je peux voir directement, j'ai 32 grammes de glucides, je vais soustraire les fibres s'il y en a. Donc, je suis à peu près à un 30 grammes de glucides pour chaque tasse de pâte taille au poulet dans mon assiette. Est-ce que c'est exact? Peut-être pas, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'estimer les glucides le plus proche possible, mais en même temps, il faut garder en tête que ça se peut que ce soit pas exactement fait de la même façon. Mais c'est pas grave, on n'est pas en train de comparer des brocolis avec du pad thai. On est quand même en train de comparer quelque chose qui va être similaire. Et finalement, l'autre outil que je parle, c'est le guide de poche pour vos repas au restaurant. C'est fait par Diabète Québec. Donc, c'est un peu le même principe. Je pense que Sarah a mis le lien dans le chat. Oui, exactement, il vient d'apparaître. Sarah, elle est efficace. Et donc, dans ce guide de poche, la façon que c'est fait, c'est la table des matières, c'est comme un menu. Fait que quel type de cuisine est-ce que vous mangez? Est-ce qu'on est plus dans le mexicain, l'italien? Fait que dépendamment de où est-ce que vous vous trouvez, dans quel restaurant, vous pouvez aller voir spécifiquement dans cette section-là. Puis il y a tous les aliments typiques de ces restaurants, de cette restauration-là. Puis là, vous allez voir selon la portion, il y a la quantité de glucides. Il y a aussi les lipides, les calories, mais nous, naturellement, on regarde surtout les glucides. Puis voilà, je pense qu'il l'a c'est ça, il l'a en PDF, mais il y en a aussi des versions papier si je me rappelle bien, à moins que ça ait été effacé avec la pandémie, là, mais je ne penserais pas. Donc, c'est un peu les différents outils qui pourraient être disponibles pour pouvoir calculer les glucides à l'extérieur de la maison. Mais naturellement, souvent, je dis, ça demande de la préparation puis de la pratique. Fait que souvent, si on sait où est-ce qu'on s'en va manger, bien, j'encourage beaucoup de faire des recherches à l'avance. Donc, si possible, est-ce qu'on est capable d'aller regarder le menu? Hein? Pour savoir à quoi s'attendre, parce que souvent, le stress vient avec cette incertitude. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir, mais si on est capable de venir se préparer d'avance, ça vient réduire ce stress-là. On se sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus outillé pour gérer ce repas-là. Fait qu'on regarde le menu d'avance sur le site Internet, si c'est une chaîne de restauration, par exemple, on vient identifier ce qu'on aimerait manger. Puis à ce moment-là, si on sait qu'on va se laisser tenter par, je ne sais pas moi, des sushis, on peut peut-être aller tout de suite chercher des ressources. Est-ce qu'il y a le site Internet qui nous donne le menu directement sur le site? Est-ce que je peux aller chercher sur une application téléphonique ou dans le guide de poche ou peu importe, des valeurs nutritives pour des sushis? Donc, je me prépare d'avance. Vous pouvez demander à votre équipe médicale de vous aider. Peut-être si vous savez que vous avez un événement qui s'en vient comme ça, puis c'est comme une des premières fois que ça arrive, c'est tout nouveau le diabète pour vous, ça peut réduire votre stress. Ça, c'est le genre d'affaires que je parle beaucoup aux parents ou aux ados que j'accompagne. Et souvent, mettons dans le contexte de manger à la cafétéria, les premières fois qu'on va vouloir manger à la cafétéria, on peut faire la même chose. On peut demander le menu de la cafétéria à l'école, on peut venir... dans le fond, se préparer, demander à notre ado qu'est-ce qu'il va vouloir manger. Bon, mais si c'est la journée lasagne qui l'intéresse, qu'il va vouloir manger à l'école, parfait, on va aller identifier une ressource, par exemple l'application, on va aller chercher lasagne, puis on va voir, il y a une portion de 250 millilitres, ça ressemble à peu près à ton point. Fait pour chaque portion de ton point dans l'assiette, calcule X nombre de grammes de glucides. Fait que ça vient vraiment réduire ce stress-là, on se sent plus prêt à affronter cette nouvelle expérience. Maintenant, deuxième point de ma présentation, c'est de comprendre l'impact glycémique des aliments. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste une question de calculer les glucides. On pourrait avoir deux repas complètement différents avec la même quantité de glucides, mais la combinaison aussi des autres nutriments dans l'assiette, dans le repas, va venir influencer la glycémie et va des fois demander d'appliquer des stratégies pour mieux optimiser la gestion de ces repas-là. Donc, ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu un graphique qui représente la courbe de la digestion et donc de l'impact glycémique d'un repas plus équilibré. Donc, un repas équilibré, souvent, on parle d'avoir le quart de l'assiette avec un féculent, idéalement grain entier, un quart de l'assiette avec une protéine et la moitié de l'assiette avec des légumes. Bref, tout ça pour dire qu'on veut un équilibre avec des légumes, des protéines, des glucides, mais aussi des fibres. Et donc, le temps nécessaire
pour digérer ce type de repas-là correspond davantage au mode d'action de l'insuline rapide. On voit également dans le graphique comment l'insuline rapide agit. Donc, elle prend un 15-20 minutes, en fait, à commencer à travailler, avant de monter la montagne, moi je dis. Puis après ça, au bout d'1 heure et demie à 2 heures, elle a son pic d'action. Et ensuite, son action se termine 3-4 heures après. Et donc, le repas équilibré, souvent, va être bien couvert par l'action d'une insuline, de l'insuline, dans le fond, qu'on donne au repas. Mais, petit rappel, quand on va au restaurant, souvent, restaurant veut dire plus grande portion, donc plus de glucides, souvent plus de protéines, plus de gras. Et là, c'est là que ça peut faire en sorte que ça ne ressemble pas nécessairement à la courbe glycémique d'un repas dit équilibré. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qu'on peut venir apprendre à gérer. Donc, justement, les repas très riches en gras et en protéines, en fait, vont agir plus de cette façon-là. Donc, ce qu'on va voir souvent, c'est que le gras va venir ralentir la digestion et donc l'absorption des glucides. Donc, ça va retarder cette digestion et cette absorption des glucides dans le sang. Et souvent, le gras va également amener ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Donc, pour tout le monde, là, diabète ou pas, on va venir, donc si on n'a pas de diabète, on produit plus d'insuline pour gérer ce type de repas-là. Et donc, quand on a le diabète de type 1, ça va demander souvent probablement de augmenter la dose d'insuline. Parce que cette résistance à l'insuline fait en sorte que la dose d'insuline va peut-être travailler de façon moins optimale pour gérer la quantité de glucides lorsqu'il y a du gras également. Et la protéine aussi, en plus grande quantité, la protéine se transforme en glucose dans le sang au bout de quelques heures. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que donc, si on donne l'insuline régulière, on va des fois voir que l'insuline travaille peut-être plus au début alors que les glucides n'ont pas été tout absorbés dans le sang. Donc, parfois, on peut voir un risque d'hypoglycémie 1 heure à 2 heures après le début du repas parce que l'insuline agit toujours de la même façon. Mais ce qu'on va voir, c'est que une fois que les glucides sont absorbés, que les protéines se transforment en glucose, bien là, finalement, on risque souvent de voir une hyperglycémie prolongée les 3 à 6 heures après le repas, quand l'insuline rapide a terminé son action. Donc, c'est là que ça fait en sorte que ça amène un gros défi pour la gestion de ces repas-là. Donc, avant même d'aller vers les stratégies, souvent, je dis, la première chose à faire, c'est d'évaluer ses tendances, OK? Parce que c'est bien beau parler de ça, mais chaque personne réagit différemment. Chaque diabète est différent, chaque personne est différente, puis ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui va se passer avec votre glycémie. Donc, première chose, c'est d'agir comme détective. Il faut venir évaluer ses tendances. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est sûr que ça va demander de venir surveiller davantage sa glycémie. On va peut-être plus souvent vérifier sa glycémie. On va peut-être se mettre des rappels pour volontairement aller faire comme ça. Je vais aller voir peut-être 1, 2, 3, 4, 5 heures après, là, un peu qu'est-ce qui se passe sur mon CGM, sur mon lecteur de glycémie en continu, ou sinon capillaire si je prends ma glycémie. Donc, oui, on va vérifier plus souvent pour avoir le plus de données possible. On ne veut pas juger cette glycémie-là, ni le repas qu'on mange hier. On ne veut pas la juger, on veut juste prendre cette information-là pour être capable après ça de prendre action. Une évaluation, c'est difficile de vraiment déterminer une tendance. Fait que souvent, c'est de le remanger cet aliment-là ou ce type d'aliment-là plus souvent. Fait que des fois, même, je donne le devoir à mes familles ou à mes ados. Je dis, bien, écoute, remange, mettons la pizza, là, on va en remanger peut-être le lendemain en restant, en lunch, la semaine suivante. Si c'est là, en ce moment, notre objectif, c'est de travailler à optimiser la gestion de ce repas-là, on va peut-être en manger plus souvent. Fait que de remanger aussi ce repas-là pour augmenter sa confiance, puis vraiment le plus de données possible pour se sentir beaucoup plus à l'aise dans la gestion. Puis vraiment de voir les erreurs ou voir les excursions glycémiques, là, les grandes variations glycémiques comme des opportunités d'apprentissage, et non pas une erreur. OK? Donc, de le voir de cette façon-là. Donc, les stratégies. Fait qu'on a observé, on a fait notre détective. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, en fait, les stratégies, il y en a comme 2 catégories. Une par rapport à l'insuline, puis une par rapport à la nutrition.
Je vais juste vérifier l'heure. OK. Donc, au niveau de l'insuline, ce qu'on a compris, donc, avec les repas du restaurant où il y a plus de gras, plus de protéines, fort probablement qu'on va avoir besoin d'augmenter la dose d'insuline. Là, en fait, je ne vais pas vous faire saigner du nez en regardant la diapositive à l'écran. Ça peut être intimidant, mais en fait, c'est parce qu'il y a une étude qui est allée évaluer l'impact du gras et de la protéine, comment ça agissait sur la glycémie. Et ce qu'on vient voir, en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça démontre, mais donc, on a fait 4 groupes. On mangeait tous la même quantité de glucides, mais on est venu varier la quantité de protéines et la quantité de gras. Donc, ou bien c'est riche en gras ou faible en gras, ou riche en protéines ou faible en protéines. Et là, on faisait des différentes combinaisons. Et ce qu'on voyait, c'est que quand on mangeait vraiment cette combinaison-là de riche en gras et en protéines, la glycémie restait haute plusieurs heures après. Lorsqu'on prenait ou bien juste riche en gras ou riche en protéines, ben, on voyait que ça montait, ça redescendait, c'était comme assez stable. Puis ça m'amène souvent à venir valider le fait que je parle souvent de la protéine, que l'importance d'acheter de la protéine dans les collations ou les repas pour vraiment aider à stabiliser la glycémie, à soutenir la glycémie. En fait, c'est que ça soutient l'appétit et ça soutient la glycémie. Donc, ça peut éviter parfois même l'hypoglycémie avec l'espèce de la queue, la fin de l'insuline. Comme on voit ici en rouge, qui est le repas, dans le fond, faible en gras et en protéines. Donc, vraiment, mettons, si on parle de juste des glucides, là, où il n'y a pas vraiment de protéines puis de gras, bien, des fois, on pourrait voir qu'il y a carrément même un risque d'hypoglycémie par après. Fait que c'est super intéressant, ça nous démontre vraiment ce qui se passe quand on a cette combinaison-là du gras et de la protéine et nous aider à comprendre que dans le fond, c'est normal que notre corps ait besoin de plus d'insuline avec ce type de repas-là. Naturellement, c'est différent d'une personne à l'autre, je ne vais jamais autant le rappeler. Quelle quantité, vous allez voir, il y a des études qui démontrent un certain pourcentage clé, mais souvent, moi, je dis aux gens, on commence par observer. Puis si on n'est pas sûr, on commence avec une petite dose, un 10 de plus peut-être. C'est probablement pas suffisant, mais on peut commencer avec un 10 puis on augmente au besoin. Souvent, on tourne autour d'un 30 qui va être nécessaire, vous allez voir tantôt, là, mais ça peut même aller jusqu'à 50 Comment est-ce qu'on fait pour savoir, OK, bien, comment je calcule 10 d'extra? Et souvent, je dis, bon, on calcule la dose pour les glucides, par exemple, 10 unités. Puis là, on fait fois 1,1 pour 10 Si on veut 30 ce serait fois 1,3. Ça nous donne donc la quantité d'insuline à donner. Ce serait une façon de le faire. Donc, deuxième stratégie au niveau de l'insuline, c'est de séparer la dose. Parce qu'on se rappelle que là, probablement, on a besoin de plus d'insuline, mais aussi, il y a un risque d'hypo, par exemple, 2 heures après. Est-ce qu'on donne toute cette insuline-là au début? C'est ce qu'on va voir. Donc, on se rappelle, ben là, je viens de le dire, mais on se rappelle justement que souvent, il y a un risque d'hypo 2 heures après, puis c'est l'hyper qui se manifeste plusieurs heures après. Donc, ici, une autre étude qui démontre, en fait, sur injection, je parle sur injection ou ceux qui sont sous pompe, mais qui fonctionnent un peu comme injection, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les bolus étendus. Donc, à ce moment-là, la stratégie qui est démontrée, donc quand on regarde, ici, on est venu donner un repas stable en glucides et en protéines, mais on est venu varier la quantité de gras. Et on voit vraiment là, que si on donne juste la dose régulière, on va dire je calcule 10 unités pour mes glucides, je me donne ma dose, donc mes 10 unités. Si le repas, justement, avait beaucoup de gras, avec une certaine quantité de protéines, on voit que la glycémie reste haute plus longtemps après. Donc, là, on a compris que fort probablement, il faut augmenter la dose d'insuline. Dans l'étude ici, ils ont donné un 30 de plus, qui semblait être vraiment une dose optimale. Mais là, ils sont venus tester. On a donné le 30 au début, donc avec la dose régulière. Donc, par exemple, mon 10 unités, je suis venue donner 13 unités, mais complètement au début. Ça, c'est en vert. Donc, vous voyez que effectivement, pas 2 heures après, mais dans le fond, après l'injection, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, on était quand même plus bas que les autres. Mais ensuite, on voyait que effectivement, c'est que c'était trop fort dès le début. 60 des participants étaient en hypoglycémie. Fait que 130 c'est beau, mais peut-être pas tout au début. Ce qu'ils sont venus tester en rouge, c'est qu'ils ont dit, OK, je vais donner
10 unités au début et le 30 je vais le rajouter 3 heures après. Et on est venu voir que ça l'a vraiment aidé à éviter l'hypo, éviter l'hyper. Donc, c'était beaucoup plus stable. Ça ressemblait, en fait, quasiment à une glycémie qu'on aurait eu si on avait eu un repas faible en gras. Fait que c'est super intéressant ce que ça nous démontre. Donc, probablement un 130 mais séparé. Maintenant, là, je vous entends dire, séparé. C'est un peu, ça devient un peu compliqué. Encore une fois, c'est différent d'une personne à l'autre. Une stratégie, des fois que je parle avec les gens avec qui je travaille, ça pourrait être de dire, ben, regarde, ça dit techniquement de donner la dose régulière au début puis un 30 3 heures après. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut justement donner la dose régulière et on peut venir se mettre un petit rappel ou venir donner une correction 2-3 heures après. On commence avec ça. Puis si c'est pas suffisant, ben au moins on a vu, la correction a aidé, mais c'était peut-être pas suffisant. Fait que là, peut-être qu'on va se sentir à l'aise la prochaine fois de venir donner finalement un peu plus, peut-être proche de 130 ou selon ce que vous observez, parce que vous avez la confiance que oui, on a besoin de plus d'insuline, mais vous voulez observer avant combien vous avez besoin de donner. Fait que, donc, de garder ça en tête. Aussi, juste faire attention, l'alcool, si donc l'alcool, il y a un risque d'hypoglycémie, à ce moment-là, ce serait de faire attention. Des fois, peut-être que s'il y a de l'alcool au repas, peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin d'avoir cette dose d'insuline qui va être ajoutée par après. OK? Ceux qui sont sous pompe, ce qu'on a réalisé, c'est que le bolus étendu, le bolus prolongé, ce qui serait intéressant, donc, c'est de venir donner une combinaison. La combinaison idéale qu'ils ont évaluée, ce serait peut-être un 60 au début et un 70 jusqu'à 70 étendu sur 2 heures. Donc là, naturellement, vous dites 60 plus 70, Maud, ça donne pas 100 ça donne 130 Fait qu'encore une fois, on voit que c'est peut-être le 30 de plus qui semble être vraiment la clé. Donc, si je reprends mon exemple, je donne 10 unités. Donc, avec une pompe, si on décide d'utiliser un bolus prolongé, donc à ce moment-là, on donnerait un 6 unités comme le bolus régulier et on viendrait donner un 7 unités sur 2 heures pour un total de 13 unités. Ça va vraiment aider à réduire l'hypoglycémie suivi d'une hyperglycémie retardée. Encore une fois, il y a des pompes qui n'offrent plus cette option-là ou il y en a qui sont pas vraiment à l'aise avec ça, bien, il n'y a pas de problème. Vous pourriez faire ce qu'on vient juste de voir, la méthode un peu, dans le fond, comme sur injection. Vous pourriez la faire aussi sur une pompe. Mais l'idée, c'est vraiment d'observer. Vous faites du mieux que vous pouvez. Il y a d'autres facteurs qui affectent la glycémie naturellement. Fait que maintenant, ça devient difficile de tout prendre en considération, mais ça peut peut-être vous donner une petite idée de point de départ ou du moins de vous sentir à l'aise, de venir augmenter et de séparer la dose parce qu'on voit que c'est beaucoup plus optimal pour ce type de repas-là. Et dernier point au niveau de l'insuline, c'est de donner la première dose d'insuline 15-20 minutes avant de manger. C'est ce qu'on appelle un pré-bolus, surtout dans le contexte d'une hyperglycémie. Okay? Donc, le moment d'injection, en fait, est tout aussi important, voire même plus que le calcul des glucides. Fait que ça m'arrive souvent de dire aux gens, on peut même réduire le stress en termes de calculer précisément la bonne dose d'insuline parce que c'est mieux, en fait, de donner l'insuline au bon moment, c'est-à-dire pré-bolusée, peut-être une dose moins optimale que de venir dire, OK, mais attends, je vais calculer précisément, mais que je ne la donne pas au bon moment. Surtout si la glycémie, comme je disais, si vous commencez le repas au-dessus de la cible. Puis, même s'il y a du gras, même s'il y a des protéines, mettons que vous mangez une pizza, les glucides dans la pizza vont quand même être absorbés. Il y a une partie des glucides qui vont être absorbés au début, fait que ça va être intéressant quand même de pré-bolusser. On se rappelle qu'on risque souvent de vouloir séparer la dose. Puis ce que vous voyez à l'écran, c'est que justement, le graphique démontre que, dans le fond, ici en rouge, c'est des participants qui ont bolusé 20 minutes avant. Fait qu'on voit vraiment que la glycémie a vraiment moins cette élévation-là, puis ça reste beaucoup plus stable comparativement en bleu et en vert, qui sont en fait l'injection en bleu, c'est au moment qu'on mange, ça monte beaucoup plus haut, ça redescend, et en vert, c'est 20 minutes après, ça monte, ça redescend. C'est surprenant comment donner l'insuline au moment de manger et 20 minutes après, il n'y a pas de grande différence. Fait que vraiment là, intéressant d'aller donner l'insuline d'avance. Encore là, je vous entends dire probablement,
restaurant, donner une somme d'avance, Maud, j'ai aucune idée quand est-ce qu'on va me servir mon repas, s'il y a des retards en cuisine. Effectivement, c'est très stressant. Là, je ne parle peut-être pas des repas dans les chaînes de restauration rapide où on sait que c'est assez standard, ça arrive rapidement. Je parle plus d'un repas typique, mettons, un vendredi soir, un événement spécial, un restaurant dans le quartier. C'est plus difficile de vraiment venir contrôler ces facteurs-là. Une des choses que vous pourriez faire, c'est de voir est-ce qu'il y a, par exemple, des entrées sans glucides, comme une soupe, une entrée de légumes, quelque chose qu'on pourrait peut-être commander puis demander d'apporter avec le repas. De cette façon-là, dans le fond, vous allez avoir votre repas avec votre entrée. Vous allez être capable de visuellement voir c'est quoi. Parce que, tu sais, si on mange un poisson sur lit de nouilles, puis on n'a aucune idée c'est quoi les portions, puis tout ça, fait que là, vous allez avoir une meilleure idée. Fait que vous allez pouvoir donner votre insuline pour ce que vous évaluez comme glucides, puis vous allez pouvoir commencer votre entrée, dans le fond, sans glucides, puis ça va faire en sorte qu'on va peut-être rajouter un délai entre le moment où vous donnez votre insuline puis le moment où vous commencez à manger vos glucides dans votre repas principal. Ça peut être une stratégie, vous la prenez, vous ne la prenez pas, c'est comme vous voulez. Et finalement, la dernière stratégie, c'est plus au niveau de la nutrition. Donc, grâce à la nutrition, de venir aider à réduire l'impact glycémique du repas. Donc, encore là, ça, il y a vraiment plusieurs options. C'est très personnel. L'idée, par exemple, c'est de faire en sorte que vous venez peut-être utiliser la nutrition comme un allié, pas pour vous restreindre ou vous priver, c'est vraiment pas l'objectif, mais vraiment de venir peut-être aider à rééquilibrer certaines choses pour faire en sorte que vous ayez tout aussi cette satisfaction-là, tout en ayant vraiment quelque chose qui vient vous aider à optimiser la glycémie. Donc, par exemple, vous pourriez, comme un peu je viens de dire, là, commander une entrée ou un accompagnement de légumes dans un but de venir ajouter les fibres, tendre vers peut-être le repas plus équilibré qu'on sait qui est plus facile à gérer avec l'insuline. Il y en a qui vont être à l'aise de vouloir remplacer une partie des féculents par des légumes ou des protéines. Fait que ça peut être une option. L'idée, c'est pas du tout d'éliminer les féculents, mais des fois, si on est capable de venir rebalancer, de demander si c'est possible, ça pourrait être ça. Sinon, des fois, si c'est plus des assiettes assez standards, est-ce qu'on peut venir les partager? Et je pense, si, mettons, on voulait manger des pâtes et que c'est juste des pâtes dans l'assiette, est-ce que la personne avec qui vous êtes, est-ce qu'elle est ouverte à peut-être dire, OK, on commande un plat de pâtes, puis on commande une salade de repas ou une viande, puis on vient un peu partager tout ça. S'il existe des versions sans glucides ou faibles en glucides, je pense, mettons, restauration rapide, les breuvages diète, ça peut tout simplement, on a le même plaisir, juste plus facile à gérer, hein, on voit des petits nombres, ça vient plus aidant, on a moins ce stress-là de peut-être tomber en hypo ou en hyper suite au repas. Parfois, les sauces, de demander si on peut les mettre à part. Parce que les sauces, des fois, ben, ils vont avoir plus de sucre, plus de gras. L'idée, c'est pas de l'éviter. L'idée, c'est juste de peut-être l'avoir à part pour venir ajouter la quantité qu'on souhaite. Parce que des fois, ils en mettent plus, puis c'est tout aussi satisfaisant avec juste un petit peu moins. Puis des fois aussi, si votre problématique pour vous, c'est plus d'évaluer la portion, vous sentez que c'est difficile, bien, vous pouvez demander peut-être une deuxième assiette. Si, mettons, vous commandez un pad thai, des fois, ça va être difficile d'évaluer la portion dans le contenant. Mais vous pouvez avoir une deuxième assiette, fait qu'à ce moment-là, vous faites juste, vous pouvez mettre la quantité dans votre assiette que vous souhaitez manger, puis vous êtes capable de mieux visualiser la portion. Fait que plusieurs stratégies. Encore là, c'est de garder vraiment cette notion de plaisir, c'est de ne pas changer notre repas pour se sentir frustré, mais peut-être juste se sentir que ça amène cette satisfaction-là tout en aidant à la gestion du repas. Donc, en résumé, les stratégies, dans le fond, de un, c'est de se préparer à l'avance si possible. Ça vient vraiment réduire notre stress. D'évaluer puis noter les tendances au niveau des glycémies parce que c'est bien beau s'attendre à ce qu'un repas agisse d'une certaine façon, mais des fois, avec notre diabète, c'est pas comme ça que ça réagit. Donc, de voir vraiment vos tendances à vous.
dans le but de trouver la meilleure stratégie pour optimiser l'insuline. Donc, on se rappelle au niveau de l'optimisation de l'insuline avec les repas qui sont plus riches en gras et en protéines qui sont typiques du restaurant, bien, c'est de venir augmenter la dose. Les études semblent dire un 30 de plus, de venir séparer cette dose et de s'assurer aussi de pré-boluser 20 minutes d'avance cette première partie de l'insuline, de faire la nutrition son allié. Puis aussi, c'est de réviser ses attentes. On parle de restaurant, on parle vraiment de situations où c'est pas nous qui faisons le repas, on ne sait pas exactement les ingrédients qu'il y a dedans. C'est vraiment un défi. Et donc, c'est de dire, regarde, le but, là, en ce moment, j'oublie que quand je vais au restaurant, souvent, c'est vraiment pour le plaisir et la socialisation qui vient avec. Oui, mon diabète et ma glycémie, c'est important. Je vais faire du mieux que je peux, mais il y a aussi toute cette notion-là de plaisir et de socialisation qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et donc, peut-être de réviser ses attentes. Puis, à la limite, de juste de se dire, je vais mettre des rappels. Puis, s'il faut que je vienne, si j'ai besoin de me rajouter de l'insuline par après, venir corriger, il n'y en a pas de problème. Ça peut être une stratégie aussi applicable. Alors, voilà, ça fait le tour. Oh, il nous reste peut-être quand même un petit 10 minutes de questions. Donc, je vais aller voir. OK. Donc, les questions. Alors, est-ce qu'il existe une version gratuite de Nutriments Canada? Je vois que l'application est 3,99. Oui. Donc, OK. Non, il n'y a pas de version gratuite, à moins qu'il y en ait eu une récemment, puis je ne suis pas au courant, mais non, il n'y en a pas gratuite, en fait. Puis moi, je ne fais pas d'argent, là. Je parle de l'application, mais je veux dire, quand vous l'achetez, je ne fais pas d'argent. Mais elle est 3,99 pour Apple et elle est 1,99 pour les Android. Donc, sur Google, ceux qui ont les téléphones Android. Mais vous le payez une fois, c'est tout. C'est pas par mois, c'est vraiment une fois, puis après ça, vous l'avez tout le temps. Fait que c'est vraiment un prix fixe. Donc, j'espère que ça répond à la question. Donc, si je me pique dans la cuisse au lieu du ventre, le délai d'action est plus long. Est-ce normal? C'est une belle observation. Donc, ça se peut effectivement que des fois, les ondes, bon, là, je n'étais pas nécessairement l'experte, vous pouvez peut-être discuter avec votre médecin de ça, mais oui, des fois, ce qui peut y arriver, c'est que dépendamment des ondes, l'action ne va pas être la même parce que des fois, on peut injecter l'insuline dans un endroit qui va peut-être être plus sollicité par les muscles, ça peut venir modifier l'action de l'insuline. Parfois aussi, si c'est une zone qu'on s'injecte plus souvent, on peut y avoir plus de tissu cicatriciel, ce qui va faire en sorte que, par exemple, si c'est notre zone favorite, qu'on s'injecte souvent, on fait peut-être pas une rotation optimale dans différentes zones, puis à l'intérieur d'une même zone également. Ça peut faire en sorte que l'insuline est comme prise dans les tissus cicatriciels, puis va souvent être relâchée plus lentement ou en fait plus de façon plus imprévisible. Fait que ça se peut que ce soit ça aussi. Fait que de regarder est-ce qu'il y a des bosses, est-ce que la texture de la peau a changé. Puis ça, c'est des choses que l'infirmière en diabète ou votre endocrinologue ou médecin peut venir évaluer pour vous si vous n'êtes pas sûr. Fait que des fois, c'est peut-être ça. Mais ça se peut aussi que vous observez personnellement que dépendamment où est-ce que vous injectez, il y a des zones qui font en sorte que l'insuline n'agit pas pareil. Tout à fait. Ça fait partie des nombreux facteurs qui viennent affecter l'impact de la glycémie. Fait que certaines personnes vont me dire, moi, je note que mon insuline s'absorbe plus lentement dans telle zone, plus rapide dans telle autre zone. Fait que si mon but, c'est de faire en sorte que mon insuline soit absorbée plus rapidement parce que je mange quelque chose peut-être plus riche en glucides rapides, ben, je vais peut-être favoriser une zone versus une autre zone si mon but, c'est qu'elle soit absorbée plus lentement. Même raisonnement de 15-20 minutes avant avec la FIAS. Donc, effectivement, la FIAS, c'est une insuline qui a une... donc, quand je dis là, l'insuline rapide, souvent, c'est un 15-20 minutes avant de commencer sa montagne, puis ensuite, il y a un pic d'action 1h30 à 2 heures, puis ça termine 3 heures après. La FIAS, ce qu'on voit, c'est que souvent, elle va peut-être agir un petit peu plus vite. Donc, je vous dirais peut-être d'observer effectivement comment votre glycémie réagit une fois que vous donnez la FIAS. Dans certaines circonstances, par exemple, malgré tout, la FIAS, il faudrait quand même faire une injection d'avance, mais je voudrais, c'est peut-être surtout, mettons, au petit déjeuner, le matin, c'est un moment où la glycémie monte rapidement, puis surtout, mettons, bol de céréales, petit déjeuner, la FIAS, souvent, il faut quand même faire un pré-bolus.
mais je vous dirais, ça pourrait dépendre de vos observations. Il y en a qui me disent, quand je prends la fièvre avec tel type de repas, ben, tu sais, ça fonctionne super bien, l'action est comme parfaite, fait que, ça va dépendre aussi d'une personne à l'autre, puis même d'un repas à l'autre ou d'un moment à l'autre dans la journée. OK. Je, je donne déjà une base d'insuline, donc avec un ratio, OK, selon mes glucides mangés, ouais, plus un facteur de correction. Si ma glycémie est plus haute que 6. Alors, je fais comment pour calculer le montant du 2 heures après? Bien, c'est ça. Fait qu'en fait, techniquement, si je reviens un peu à ce que les études démontraient, c'est que, donc, avec le ratio, on viendrait calculer la dose d'insuline pour les glucides, qui représenterait notre 100 d'insuline pour le repas. Et on calcule aussi la correction. Et là, ce qu'on ferait, c'est qu'on évalue donc cette dose d'insuline calculée à l'aide du ratio. Techniquement, ce qu'on voit, donc, selon les études, c'est que si on veut séparer la dose et qu'on a un repas riche en gras et en protéines, on va vouloir séparer et augmenter la dose. Donc, on va donner notre dose initiale avec le ratio pour les glucides et 2-3 heures après, on viendrait donner un 30 de cette dose-là initiale qu'on a donnée. Fait que si avec mon ratio, je calcule 10 unités. Je suis avec mon 10 unités, excusez, c'est comme le plus facile des mathématiques à faire en ce moment. 10 unités avec mon ratio. Ben là, je vais me mettre techniquement peut-être un 3 unités 2-3 heures après. Mais encore là, vous devez peut-être commencer plus bas si vous n'êtes pas sûr, selon vos observations. Là, je rapporte un peu ce que les études démontrent, mais après ça, il faut vraiment venir appliquer ça personnellement à votre observation. OK. Ah, Marie-Brissette, question technique. J'ai déjà lu que dans un repas avec beaucoup de protéines, l'excédent de protéines que le corps n'a pas besoin sera plus tard converti en glucose et stocké comme tel, d'où un besoin d'insuline plus élevé plusieurs heures après le repas. Donc, si on se paye le luxe dans un bon steakhouse, c'est ce qu'on devrait prévoir un bolus 4-5 heures après le repas. Super bonne question. Bien là, c'est ça en fait. C'est que c'est effectivement cette combinaison de protéines et gras qui fait en sorte que souvent l'insuline va être beaucoup plus... ça va demander plus d'insuline puis plus tard. Donc, oui, donc la question, c'est est-ce que je vais pouvoir un bolus 4-5 heures après le repas? Bien, c'est ça, fort probablement qu'on aurait peut-être surtout un steakhouse, c'est des protéines, une viande, un gros morceau de viande, c'est de protéines, mais il y a aussi du gras. Puis, petit point, steakhouse, ils finissent toujours avec un morceau de beurre sur le top. Fait que c'est sûr qu'il y a du gras. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment typique de ce qu'on a vu là, avec la combinaison de gras-protéines. Donc, je m'attendrais à ce que 3 heures après, peut-être, mais encore là, vous devez évaluer, selon votre lecteur de glycémie en continu, où est-ce que vous voyez que la glycémie semble s'élever, mais vous pouvez commencer ça. 3 heures après, je donne un deuxième bolus. Commencer avec une dose avec laquelle vous êtes à l'aise, mais probablement, donc, oui, il y aurait besoin de ce bolus-là. Encore là, c'est plus spécifique, dépendamment est-ce qu'on est sur une pompe, est-ce qu'on est sur injection. Mais oui, souvent, on va voir que les protéines ont besoin d'être... vont faire en sorte qu'ils vont avoir un besoin d'insuline plusieurs heures après. Merci Maude. J'aime bien l'idée de se donner l'insuline 5-10 minutes avant un repas et aussi de partager l'insuline additionnelle. Ah, bonne présentation, bon point, merci. Oui, c'est ça. Puis si vous n'êtes pas à l'aise avec le pré-bolus aussi, 20 minutes d'avance, vous pouvez commencer plus bas. C'est de dire, OK, j'ai au moins commencé avec un 10 minutes. Je sais 10 minutes, je regarde. 15 minutes, je regarde. 20 minutes. Vous pouvez, quand vous commencez à faire ça, si vous n'êtes pas à l'aise d'aller 20 minutes dès le début, vous pourriez aussi y aller plus doucement, puis juste voir. Mais gardez en tête, vraiment là, ce qu'on voit. Si on part dans la cible avant le repas, 15-20 minutes, c'est quand même utile. Puis même quand on part au-delà de la cible, des fois même plus que 20 minutes. Fait que, c'est quelque chose aussi qui peut être ajusté là, selon aussi votre niveau de glycémie. Puis si on commence avec une hypoglycémie, ce qu'on recommande, c'est de traiter, d'attendre que la glycémie soit au-delà de 4, puis vous pouvez donner l'insuline au moment où vous mangez.
Différence entre pizza à croûte mince versus à croûte plus épaisse. Tout à fait, oui, exactement. Ben là, ça va venir varier modifier la quantité de glucides. Naturellement, les croûtes plus épaisses, ça va faire en sorte que ça va avoir plus de glucides. Tu sais. Fait que c'est de voir aussi peut-être que si vous aimez les deux types, si c'est plus facile des fois de gérer la croûte mince, peut-être que vous pouvez favoriser des endroits qui offrent des croûtes minces. En plus, c'est ça que vous préférez. Fait que, mais oui, ça, c'est un bon point. Donc, merci, ça me fait plaisir. C'est très intéressant. Et voilà. Quel est la cible idéale avant le repas? Oh, la cible idéale avant le repas. Donc, la cible idéale, en fait, avant le repas, on essaie d'être entre 4 et 8. Des fois, il y en a qui vont se dire entre 4 et 7, mais je dirais là, 4 et 8, c'est souvent là, la cible qu'on vise. Alors voilà, je pense que ça fait le tour. Il est rendu passé 45. Donc, merci, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est ça, je vois que les gens rentrent. Je ne sais plus si c'est des questions ou si c'est... Mais j'espère que ça vous a aidé. J'espère aussi que j'ai été capable et en mesure de vraiment simplifier un peu ce que les études nous démontrent. Faut prendre ça avec un grain de sel aussi. Tu sais, c'est vraiment ce que les études nous démontrent, mais après ça, ça peut être propre à chacun. Ça ne veut pas dire que c'est ça vos besoins à vous. C'est pour ça que je dis toujours, première étape, c'est de mettre notre chapeau de détective, puis venir évaluer comment notre corps, comment notre glycémie réagit. Puis après ça, venir exploiter différentes stratégies selon ce que vous observez. Puis n'hésitez jamais à demander à votre équipe médicale parce qu'ils peuvent peut-être vous aider là, à travers tout ça parce que c'est un défi. Alors, ça m'a fait plaisir. Je pense que c'est ça, hein, ça fait le tour.